Il faut être aveugle ou béat pour ne pas voir que la société s'enfonce dans la crise. Les crises s'ajoutent aux crises. Crise économique, financière, politique, écologique. En réalité, il n'y a qu'une seule crise, celle d'une organisation sociale à l'agonie qui entraîne toute l'humanité dans sa chute. Le chômage gangrène toute la société. La finance se développe comme un cancer qui menace à tout moment l'économie d'un nouveau krach financier, aux conséquences plus dévastatrices que celui de 2008, qui ont déjà été catastrophiques et ont accéléré l'évolution réactionnaire générale. Les pays présentés comme émergents il y a encore quelques années, tels la Turquie ou le Brésil, ont basculé dans la récession. D'autres, comme l'Argentine, sont une nouvelle fois étranglés par les créanciers. Les soupes populaires sont débordées et les prix des produits de première nécessité montent en flèche. En Syrie, en Irak, au Yémen, en Libye, la crise a signifié la guerre, des destructions inouïes, des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. En Europe, aux États-Unis ou encore au Brésil, les partis d'extrême droite se sont rapprochés du pouvoir, où ils sont déjà. Dans les pays pauvres d'Asie et d'Afrique, l'évolution réactionnaire se manifeste depuis longtemps au travers du développement des forces religieuses intégristes ou ethniques. Elles ont gagné une audience grandissante et en l'absence d'un mouvement ouvrier organisé, elles se sont imposées comme les représentantes de la lutte contre l'impérialisme. Et cette organisation sociale en bout de course entraîne l'humanité vers un nouveau désastre, écologique celui-là. Marx avait déjà écrit que le capitalisme ne s'était développé, je le cite, qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillissent toute richesse, la terre et le travailleur. Mais aujourd'hui, les dégâts causés à l'environnement par l'économie capitaliste sont d'une toute autre ampleur. Les spécialistes du climat ne cessent d'avertir des conséquences irréversibles et catastrophiques de l'augmentation de la température du globe. Mais derrière les effets d'annonce des gouvernements, rien n'est entrepris. Sur cette question, comme sur toutes celles qui concernent l'avenir de la société, le comportement irresponsable de la bourgeoisie se résume à « après moi, le déluge ». L'urgence de la situation nécessiterait une réaction coordonnée à l'échelle de toute la collectivité humaine. Mais une organisation sociale où règne la propriété privée des moyens de production et la concurrence capitaliste, et qui est dominée par la rivalité entre les États impérialistes, est absolument incapable d'une telle entreprise. Alors il faut toute la compromission des intellectuels de la bourgeoisie pour oser prétendre que le système capitaliste représente un avenir pour l'humanité, à moins d'appeler avenir le chaos et la barbarie. Cette organisation sociale porte la responsabilité de 2 guerres mondiales, les 2 plus grands carnages de l'histoire, et cela suffit déjà à la condamner. Ses défenseurs vantent la liberté d'entreprendre et la libre concurrence, mais le capitalisme a lui-même étouffé ces libertés depuis longtemps. Lénine écrivait, déjà en parlant de l'impérialisme comme du stade suprême du capitalisme, je le cite, « Ce n'est plus du tout l'ancienne libre concurrence des patrons dispersés qui s'ignorent réciproquement et produisaient pour un marché inconnu. Le capitalisme, arrivé à son stade impérialiste, conduit aux portes de la socialisation intégrale de la production. La production devient sociale, mais l'appropriation reste privée. Les moyens de production sociaux restent la propriété privée d'un petit nombre d'individus. Et le joug exercé par une poignée de monopolistes sur le reste de la population devient 100 fois plus lourd, plus tangible, plus intolérable. » C'était il y a 100 ans. Aujourd'hui, ces aspects ont été démultipliés. Les monopoles sont encore plus puissants, leur parasitisme encore plus insupportable. Et en même temps, l'économie est plus que jamais aux portes de la socialisation intégrale, comme disait Lénine. Mais pour franchir ces portes, c'est-à-dire faire de l'économie un bien commun collectivement maîtrisé, il faut mettre fin au règne de la propriété privée des moyens de production. Et pour cela, il faut l'action d'une classe consciente qui n'a à perdre que ses chaînes. En un mot, le prolétariat, qui reste la seule classe révolutionnaire. Le capitalisme a survécu à un siècle de pourrissement
parce que la bourgeoisie a réussi à écraser les révolutions prolétariennes quand elles ont surgi à la fin de la Première Guerre mondiale. Et puis parce qu'elle a réussi à mater le mouvement ouvrier avec l'aide du stalinisme à la fin de la Seconde. Le souvenir des années révolutionnaires 1917, 18, 19 était encore vivace dans la mémoire de la bourgeoisie au moment de la Seconde Guerre mondiale. Elle craignait les révolutions et les réactions du prolétariat. Alors, dès 1943, Roosevelt, Churchill, les dirigeants des impérialismes qui allaient sortir vainqueurs du conflit, sont allés voir Staline, chez lui, à Yalta, en Union soviétique, pour mettre en place une sainte alliance contre-révolutionnaire. Staline annonça la dissolution de l'internationale communiste. Il débaptisa l'armée rouge, devenue armée soviétique, et en fit une armée de répression de la population dans les pays qu'elle occupait. Les Alliés, eux, organisèrent des vagues de bombardements meurtriers pour terroriser les populations civiles. À Dresde, à Tokyo, puis à Hiroshima et à Nagasaki, avec les premières bombes atomiques, et sur plein d'autres villes, ils massacrèrent des centaines de milliers de civils. Sous la répression conjuguée de la bourgeoisie et de la bureaucratie, à la sortie de la guerre, le mouvement ouvrier européen était détruit ou écrasé. La bourgeoisie avait évité une vague révolutionnaire en Europe, mais elle ne put y échapper en Asie. En Indonésie, en Inde, en Chine, en Corée, en Indochine, des millions d'opprimés se révoltèrent. Là encore, le stalinisme joua son rôle contre-révolutionnaire. Les partis staliniens prônèrent aux travailleurs la soumission à la bourgeoisie nationale. Et au nom de la lutte pour l'indépendance, ils firent taire tout programme révolutionnaire prolétarien. Au Vietnam, comme Mao en Chine, Ho Chi Minh fit assassiner les militants trotskistes, car ils représentaient pour lui le danger d'une politique prolétarienne indépendante. Cette vague de révolution obligea les puissances coloniales à céder sur l'indépendance des pays qu'elles contrôlaient. Mais l'impérialisme, lui, restait en place. Et au lendemain de tous ces événements, ce qui restait du mouvement ouvrier ne menaçait plus le capitalisme. Et jusqu'à un certain point, celui-ci avait les coups des franches. Alors, après des années de destruction, le capitalisme sembla retrouver un dynamisme. En réalité, c'étaient les États qui prenaient en charge la reconstruction de l'économie, au profit de la bourgeoisie. Ce sursaut, qui s'essouffla au début des années 70, ne représentait pas un nouvel essor du capitalisme. Il avait pour socle les dévastations de la Seconde Guerre mondiale et eut pour conséquence de porter les contradictions du capitalisme à un degré plus élevé encore. Les trusts, grâce au soutien étatique, avaient désormais acquis des capacités de production continentales ou mondiales. Et c'est à cette échelle mondiale que les forces productives entraient en conflit avec la taille limitée des marchés. En ce début des années 70, l'économie mondiale plongeait à nouveau dans la crise. Les capitalistes n'espéraient plus un élargissement des marchés. Alors, pour trouver des débouchés à leurs capitaux, les États leur ouvrirent les portes des entreprises publiques afin qu'ils puissent s'immiscer partout où il y avait du profit à se faire avec des marchés garantis. Dans le transport, le courrier, les hôpitaux, la gestion de l'eau, celle des déchets. Et il y a un domaine où les capitaux affluèrent sans limite, c'est celui de la finance. Celle-ci a pris une ampleur jamais vue. Par l'intermédiaire des banques et de nombreuses autres institutions, la sphère financière agit comme un gigantesque usurier au-dessus de la société, plaçant les capitaux partout où ils peuvent rapporter, endettant les ménages, les entreprises et les États. Ce parasitisme étouffe toute l'économie capitaliste, mais il garantit à la bourgeoisie la poursuite de son enrichissement. L'engouement pour les placements financiers a entraîné l'explosion de la spéculation sur l'immobilier, les actions en bourse, les monnaies, les matières premières, les dettes des entreprises et des États, et bien d'autres choses encore. Et pour accompagner le développement de cette spéculation, les États ont fait sauter les unes après les autres toutes les règles qui modéraient cette économie de casino. Marx avait déjà écrit qu'un capitaliste n'est jamais aussi malheureux que lorsqu'il ne sait pas quoi faire de son argent. Et il ajoutait
Voilà le secret de toutes les grandes spéculations, de toutes les entreprises profitables, mais aussi le secret de toutes les faillites, de toutes les crises du crédit, de tous les drames du commerce. À l'ère de la financiarisation, cette nécessité inhérente au capital de trouver où se placer pour rapporter le plus et le plus vite possible pour s'accroître a entraîné un développement vertigineux de la quantité de capitaux en circulation. Mais cette masse d'argent toujours plus colossale ne contribue pas à développer la production, elle la parasite. Le problème est encore et toujours la propriété privée des moyens de production, de ces capitaux, qui empêchent l'utilisation rationnelle et dans l'intérêt général de tous, de toute cette richesse accumulée. Il y a bien sûr eu des découvertes et des innovations, et aussi des investissements productifs. De nouveaux marchés sont apparus, par exemple, celui des smartphones. Mais quand le niveau de vie de la classe ouvrière ne cesse de reculer, acheter un portable signifie pour un travailleur économiser sur autre chose, sur la nourriture, le logement, le transport, les soins. Le nouveau marché des portables n'a pas élargi le marché global. Il n'a fait qu'accroître la concurrence entre les différents secteurs de l'économie. Aucun nouveau marché n'a apporté un souffle nouveau au capitalisme. Même l'ouverture au marché des pays de l'Est et de la Chine n'a pas sorti l'économie mondiale du marasme, car ces marchés ne représentaient au bout du compte pas grand-chose au regard des gigantesques capacités de production des trusts qui pouvaient absorber une demande accrue sans vraiment avoir à réinvestir. En revanche, les forces productives qui se développèrent dans ces pays vinrent s'ajouter aux forces productives existantes et aggraver la concurrence économique et la crise. Désormais, l'économie mondiale est avant tout rythmée par les soubresauts de la finance. À chacun de ces cracks, des dizaines de millions de travailleurs ou de paysans pauvres à travers le monde basculent dans la misère. Des États font faillite, voire, comme en Afrique, se désagrègent, laissant place à des milices qui font régner leurs lois. À chaque fois, les États impérialistes sont intervenus pour sauver le système financier de l'effondrement, en ouvrant les vannes du crédit public. Mais cela n'a fait qu'alimenter la phase de spéculation suivante et préparer un nouvel effondrement aux conséquences plus dévastatrices. Tant du point de vue économique que politique, l'ordre social capitaliste ne peut faire autrement qu'accroître le chaos. Comme l'écrivait Trotsky en 1938, la bourgeoisie elle-même ne voit pas d'issue. L'ensemble de la vie sociale se délite et des forces réactionnaires menacent la classe ouvrière et toute la société. Mais l'humanité ne se laissera pas mener à l'abattoir sans réagir. Et la classe ouvrière se révoltera. Encore faut-il qu'elle soit armée d'un programme révolutionnaire. Un programme n'est pas un dogme, c'est un guide pour l'action. Et le programme de transition, bien qu'il ait été écrit il y a 80 ans, reste le guide le plus sûr. Et même si depuis la société a connu des évolutions et des transformations, par bien des aspects, le monde d'aujourd'hui ressemble à celui de 1938. Et surtout, ce programme se fonde sur une analyse marxiste, scientifique, du capitalisme en crise, par le seul dirigeant révolutionnaire qui était capable d'en tirer des conclusions générales pour guider la classe ouvrière dans sa lutte vers la révolution sociale. La conscience de classe des opprimés est loin d'être au niveau des nécessités du moment. Mais le rôle des révolutionnaires est de dire ce qui est, de dire la vérité aux travailleurs en trouvant les moyens de lier l'état d'esprit actuel de la classe ouvrière aux nécessités de la situation. Le programme de transition a été écrit dans cette perspective. Je cite : « Pour surmonter la contradiction entre la maturité des conditions objectives de la Révolution et l'immaturité du prolétariat et de son avant-garde, désarroi et découragement de la vieille génération, manque d'expérience de la jeune. Il faut aider les masses à trouver au cours de leur lutte quotidienne ce qui fera le pont entre leurs revendications actuelles
et le programme de la révolution socialiste. Ce pont doit constituer un système de revendications transitoires qui partent des conditions actuelles et de la conscience actuelle de larges couches de la classe ouvrière et qui conduisent invariablement à une seule et même conclusion, la conquête du pouvoir par le prolétariat. Fin de citation. Ce programme n'est pas une liste de revendications qui pourraient être partiellement obtenues. Aucune n'est réaliste dans le cadre du capitalisme. Aucune n'est acceptable par la bourgeoisie sans la pression révolutionnaire des masses. Et si Trotsky les a différenciées dans le programme de transition, cela dans le but de les rendre les plus concrètes possibles, elles sont toutes profondément liées les unes aux autres. L'échelle mobile des salaires et des heures de travail, le contrôle ouvrier sur la production, les comités d'usine, les milices ouvrières, l'expropriation des banques et des grandes industries, toutes ces revendications sont indissociables. L'échelle mobile des salaires et des heures de travail, c'est-à-dire que les salaires des travailleurs suivent les hausses de prix et que le nombre d'heures de travail soit réparti entre tous sans diminution de salaire, signifie imposer à la classe capitaliste que les aléas de sa production et du marché soient supportés par elle et pas par les travailleurs, que pour la survie de la classe ouvrière, la bourgeoisie supporte les contradictions de son propre système en prenant sur ses profits. Mais comment imaginer que le prolétariat puisse imposer cela à la bourgeoisie sans un contrôle permanent des exploités, à la fois sur la production et sur la distribution, pour contrôler les prix dans les magasins? Comment imaginer cela sans trouver le moyen d'associer les chômeurs à travers des comités locaux? Et comment imaginer ce contrôle sans une organisation démocratique de l'ensemble des travailleurs et d'abord dans les entreprises? Dans une telle période de la lutte de classe, un tel contrôle de millions de travailleurs sur l'économie ne laissera pas le patronat les bras ballants. Il cherchera à mobiliser des milices qu'il enverra contre ses comités ouvriers ou contre des piquets de grève, ce à quoi le prolétariat devra répondre par l'organisation de ses propres milices ouvrières. L'échelle mobile des salaires et des heures de travail, ce sera l'organisation du travail dans la société socialiste, rien de moins. Mais vidée de son sens révolutionnaire et isolée du reste des revendications transitoires, l'échelle mobile des salaires, par exemple, peut tout à fait être revendiquée par bien des gouvernements européens qui avaient mis dans le passé, c'est moins à la mode maintenant, dans la loi une réévaluation automatique du salaire minimum en fonction d'un indice des prix étatique. Les banques sont aux yeux de la population les responsables du chaos économique. Mettre en avant la nécessité de leur expropriation sans aucune exception et leur fusion en un système bancaire public unique pour financer l'économie dans l'intérêt de la population est, pour l'immense majorité des travailleurs et de bien des couches de la population, une mesure pleine de justice et de bon sens. Mais elle ne peut s'envisager que si elle s'accompagne d'un contrôle par en bas, par la population et les travailleurs des banques, et comme une étape vers l'expropriation de toute la grande bourgeoisie. En fait, aucune des revendications transitoires ne peut se concevoir sans l'action consciente et directe des masses, c'est-à-dire sans le contrôle ouvrier. En 1917, juste avant la Révolution d'octobre, Lénine opposait au contrôle bureaucratique et réactionnaire de l'État le contrôle démocratique et révolutionnaire des masses. Et il ajoutait, au fond, toute la question du contrôle se ramène à savoir qui est le contrôleur, qui est le contrôlé, c'est-à-dire quelle classe exerce le contrôle et quelle classe le subit. Ces revendications ne peuvent s'emparer des masses qu'en période d'explosion sociale. Mais quand des millions de travailleurs s'engagent dans cette voie, la conscience évolue très vite. Une organisation révolutionnaire ne peut espérer pouvoir faire entendre ce programme que s'il est porté par des militants ouvriers révolutionnaires qui se le sont déjà appropriés et qui pourront transmettre son contenu, ses revendications transitoires, de façon concrète, en ayant confiance dans la capacité du prolétariat à les réaliser. Alors ce programme pourra devenir celui de la classe ouvrière, et celle-ci, regroupée dans le parti,
qui représente ses intérêts, se regrouper dans le parti qui représente ses intérêts. Parlant de la montée du danger fasciste aux États-Unis en 1938, Trotsky expliquait à ses camarades américains, je le cite, « Le devoir de notre parti est de saisir chaque ouvrier américain par les épaules et de le secouer 10 fois pour qu'il comprenne dans quelle situation se trouvent les USA. Ce n'est pas une crise de conjoncture, mais une crise sociale. Notre parti peut jouer un rôle important. Ce qui est difficile pour un jeune parti évoluant dans une atmosphère lourde de traditions précédentes d'hypocrisie est de lancer un mot d'ordre révolutionnaire. C'est fantaisiste, ce n'est pas adéquat en Amérique. Mais il est possible que cela changera lorsque vous lancerez les mots d'ordre révolutionnaires de notre programme. Il y en a qui riront, mais le courage révolutionnaire ne consiste pas seulement à être tué, mais à supporter le rire des gens stupides qui sont en majorité. Pourtant, lorsqu'un de ceux qui rient sera battu par la bande de Hague, les milices d'extrême droite américaines de l'époque, il pensera qu'il est bon d'avoir un comité de défense, et son attitude ironique changera. Aujourd'hui, revendiquer la création de milices ouvrières semble hors d'actualité. Mais les succès électoraux de l'extrême droite, et surtout l'aggravation de la crise économique, en déclassant des pans entiers de la petite bourgeoisie, pourraient créer les conditions sociales et politiques pour qu'apparaissent des milices fascistes, comme l'Europe en a connu dans les années 30. Ce qui s'est passé en Allemagne, dans la ville de Chemnitz, il y a 2 mois, est un avertissement. Suite à un meurtre, en réalité un fait divers, l'extrême droite du pays s'est retrouvée à manifester à plusieurs milliers de personnes dans cette ville. Et des néo-nazis ont organisé une chasse aux immigrés. Cela montre qu'on peut passer du jour au lendemain des succès électoraux de l'extrême droite à la violence de groupes organisés. Et les assassinats au Brésil de militants de gauche par des militants d'extrême droite illustrent la même chose. Quand la société capitaliste s'enfonce dans la crise, que celle-ci ruine des couches sociales qui vivaient jusqu'alors dans un relatif confort et qui constituaient la base de la stabilité politique du parlementarisme, alors la bourgeoisie a besoin de nouvelles solutions pour gouverner. Et elle en trouve chez des politiciens qui exploitent la colère sociale en la détournant vers des boucs émissaires. La lutte de classe s'intensifiant et les crises continuant de s'aggraver, d'un côté, la bourgeoisie voudra mater la classe ouvrière avant même qu'elle ne se mobilise. De l'autre, il se trouvera des déclassés enragés, prêts à s'enrôler pour faire le coup de poing contre les organisations ouvrières. Se posera alors à la classe ouvrière le problème de se défendre, de défendre ses syndicats et ses organisations politiques, qui seront la cible de ces milices. Ce n'est pas sur le terrain du légalisme que les travailleurs peuvent le faire. Réclamer l'interdiction ou le désarmement des milices d'extrême droite, c'est s'en remettre à l'État, qui demain soutiendra ces milices, si la bourgeoisie le lui demande. À la montée du fascisme, la classe ouvrière doit répondre sur le terrain de la lutte des classes. Elle doit organiser ses propres groupes d'autodéfense pour protéger ses grèves, ses manifestations, les meetings des organisations ouvrières ou les locaux syndicaux. Dans le programme de transition, Trotsky écrivait « La lutte contre le fascisme commence non pas dans la rédaction d'une feuille libérale, mais dans l'usine et finit dans la rue. Les jaunes et les policiers privés dans les usines sont les noyaux de l'armée du fascisme. Les piquets de grève ouvriers sont les noyaux de l'armée du prolétariat. C'est de là qu'il faut partir. À l'occasion de chaque grève, de chaque manifestation de rue, il faut propager l'idée de la nécessité de créer des détachements ouvriers d'autodéfense. Chaque pas dans l'organisation de l'autodéfense des travailleurs sera une menace pour la bourgeoisie et la poussera à se tourner plus encore vers le fascisme. Mais la leçon terrible qu'a été la victoire de Hitler, c'est qu'il n'y a pas de pire politique pour le prolétariat que d'esquiver le combat. La lutte contre le fascisme est une lutte à mort. Les illusions réformistes et légalistes qui laissent croire que le vernis démocratique bourgeois pourrait faire rempart au fascisme ne peuvent que désarmer les travailleurs. La classe ouvrière ne peut combattre le fascisme qu'en prenant conscience que ce combat se mène contre la bourgeoisie et son État, et qu'il mène à la révolution prolétarienne. Voici ce que Trotsky écrivait à la fin du programme de transition. Regardez la réalité en face, ne pas chercher la ligne de moindre résistance, appeler les choses par leur nom, dire la vérité aux masses,
quelque amère qu'elle soit, ne pas craindre les obstacles, être ceux sur qui on peut compter dans les petites choses comme dans les grandes, oser quand vient l'heure de l'action. Telles sont les règles de la 4e internationale. Le mouvement ouvrier a affirmé depuis Marx que les prolétaires n'avaient pas de patrie. Et depuis Marx, le mouvement ouvrier a créé, à chaque fois qu'il en était capable, des organisations internationales. La 4e internationale ne pouvait pas survivre sans Trotsky. Mais même sans qu'existe pour l'instant une telle organisation, c'est une nécessité pour les révolutionnaires de raisonner à cette échelle internationale. Cannon, lorsqu'il était dirigeant du Parti communiste américain, tentait toujours de résoudre les choses à une échelle américaine, disait-il. Et il ajoutait « Une des plus importantes leçons que nous ait enseigné la 4e internationale, c'est qu'à l'époque moderne, vous ne pouvez pas bâtir un parti politique révolutionnaire uniquement sur une base nationale. Vous devez commencer avec un programme international. Et sur cette base, vous construisez des sections nationales d'un mouvement international. » C'est aussi pour cette raison que le programme de transition a une telle importance. C'est à cette échelle-là que Trotsky raisonnait. Et notre combat quotidien, nos efforts au jour le jour, dans les entreprises, dans les quartiers populaires, pour construire une organisation ouvrière et un futur parti, sont indissociables de la construction d'une future internationale. C'est un parti du prolétariat international qu'il faut construire, un parti qui représente les intérêts des exploités à l'échelle mondiale et qui intervienne dans la vie politique de ce point de vue-là. À l'époque de la première internationale, celle de Marx, le mouvement ouvrier n'avait construit de parti puissant dans aucun pays. Mais l'internationale était déjà l'expression politique du prolétariat qui se développait dans plusieurs pays. Des militants et des travailleurs se sentaient représentés par elle. Ces prises de position les orientaient. Seule une organisation se fixant comme perspective la révolution sociale et portant le programme révolutionnaire de la classe ouvrière pourra jouer ce rôle. Même si le cadre des États-nations de la bourgeoisie est une réalité, qu'il est le cadre dans lequel se déroule la vie politique, c'est à l'échelle internationale que les combats des travailleurs se mènent. Ce qui arrive aux travailleurs d'un pays préfigure ce qui arrivera demain aux autres. L'extrême droite au pouvoir en Pologne, en Hongrie et en Italie le sera peut-être demain ici. Et si dans un pays le prolétariat retrouve confiance en sa force collective, cela aura des conséquences sur la classe ouvrière à l'échelle internationale. L'ordre social contre lequel le prolétariat se bat, c'est l'ordre impérialiste mondial. La révolution russe a menacé tout le système capitaliste justement parce qu'elle était prolétarienne et que son existence même remettait en cause la domination capitaliste et que des millions d'opprimés de par le monde se reconnaissaient en elle. C'est cet élan fondamental de classe que la théorie du socialisme dans un seul pays de Staline bafouait pour justifier le renoncement à toute perspective internationaliste et la défense, non pas du socialisme, mais des privilèges de la bureaucratie dans un seul pays. Comment et quand une internationale reprenant le programme de la 4e internationale de Trotsky verra-t-elle le jour ? Les événements de la lutte de classe qui précipiteront sa constitution seront, à n'en pas douter, internationaux. L'internationale, des partis ouvriers communistes révolutionnaires ayant un réel poids politique dans plusieurs pays, tout cela viendra sûrement dans un même mouvement. Discutant le problème de l'absence de parti révolutionnaire à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Trotsky posait la question : allons-nous réussir à préparer à temps un parti capable de diriger la révolution prolétarienne ? Et il poursuivait : pour répondre correctement à cette question, il faut bien la poser. Naturellement, tel ou tel soulèvement peut, et même doit, se terminer par une défaite due à l'absence de maturité de la direction révolutionnaire. Mais il ne s'agit pas d'un soulèvement unique, il s'agit d'une époque révolutionnaire entière. Le monde capitaliste n'a pas d'issue.
à moins de considérer comme telle une agonie prolongée. Il faut se préparer pour de longues années, sinon des décennies, de guerres, de soulèvements, de brefs intermèdes de trêve, de nouvelles guerres et de nouveaux soulèvements. C'est là-dessus que doit se fonder un jeune parti révolutionnaire. L'histoire lui donnera suffisamment d'occasions et de possibilités de s'éprouver lui-même, d'accumuler de l'expérience et de mûrir. Mais le grand problème historique ne sera en aucun cas résolu jusqu'à ce qu'un parti révolutionnaire prenne la tête du prolétariat. La question des rythmes et des intervalles est d'une énorme importance, mais elle n'altère ni la perspective historique générale, ni la direction de notre politique. La conclusion est simple, il faut faire le travail d'éduquer et d'organiser l'avant-garde prolétarienne avec une énergie décuplée. Voilà notre tâche. Avant que nous chantions l'Internationale, ça s'impose quand même ce soir, je voudrais vous annoncer que le prochain cercle Léon Trotsky aura lieu le vendredi 16 novembre. Il aura lieu à Eurosite à Aubervilliers et le thème en sera l'agriculture. Debout les forçats de la faim, la raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, foule esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous.